Le courage aurait-il quitté les maisons nobles? Je refuse d'y croire. N'y a-t-il plus de chevaliers? Avez-vous déjà remarqué que dans Game of Thrones, les bonnes intentions finissent souvent en catastrophe? Daenerys a commencé avec le désir de libérer les opprimés et de rétablir la justice. Je veux briser la roue. Et au final, elle a incendié Port-Réal. Jon Snow voulait unir les gens face à une menace commune. Si nous perdons, cela attend tous les gens du monde entier. Plus personne n'avait besoin de lui et il a été exilé au-delà du mur. Notre nouveau roi a décidé de t'envoyer à la garde de nuit. Varys jouait sur le long terme pour le bien du royaume. À qui servez-vous vraiment? Au royaume. Et à la fin, j'ai compris que j'avais misé sur le mauvais dirigeant. Il y a quand même encore Jon Snow. Tyrion a essayé d'être la voix de la raison auprès de la mère des dragons, mais il est devenu un témoin impuissant de la catastrophe. Et bien sûr, Ned Stark. Il voulait simplement agir avec honneur et conscience. Je ne vais pas souiller les dernières heures de Robert en versant du sang chez lui. C'est ainsi qu'il a déclenché la guerre des 5 rois. Chacun d'eux voulait bien faire, et au final, ils en ont tous payé le prix. Dans le monde de Game of Thrones, l'idéalisme et le manque de clairvoyance politique sont presque toujours punis. Mais avec Duncan le Grand du Chevalier des 7 Royaumes, la situation est différente. Lui aussi agit selon ses principes moraux, suit les idéaux de la chevalerie et tient à son honneur. Vous avez levé la main sur le sang du dragon. Et vous, Ser, auriez-vous agi autrement? Mais contrairement aux autres personnages, le destin ne le brise pas, il le renforce et l'élève plutôt vers le haut. Dis-lui. Je rassemble des accusations, oui. George Martin lui accorde le rare privilège d'être honnête sans être détruit pour cela. Dunk n'est pas un stratège génial, ni un joueur qui avance ses pions, ni un politicien clairvoyant, ni un héros d'une ancienne prophétie. Mais malgré cela, il nous plaît. Son épée me va parfaitement. Assez de violence, messire. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui rend Duncan unique par rapport aux autres personnages de Game of Thrones et de l'idée que George Martin a voulu nous transmettre. Le monde du trône de fer punit souvent les idéalistes. Mais avec Duncan le Grand, cette règle semble échouer. Dès le début, l'histoire joue un peu en sa faveur. Il rencontre un garçon ordinaire qui demande à devenir son écuyer, et il s'avère que ce garçon est un prince Targaryen. À Ashford, il parvient à se faire apprécier de Lennel Baratheon. En se battant avec le prince Aerion Targaryen, il échappe miraculeusement à l'exécution sur place. Et ce n'est pas tout. Lors du combat des 7, malgré le caractère douteux de l'entreprise, les bonnes personnes se joignent à lui. De plus, au moment décisif, Baelor Targaryen lui-même prend son parti. Au cours de l'affrontement, il reçoit des blessures, chacune d'elles aurait facilement pu être mortelle. Mais malgré cela, il remporte le jugement par combat. N'importe quel autre héros du trône de fer, dans une histoire similaire, serait déjà depuis longtemps sous terre. Mais pas Dunk. Il est évident que George Martin a une relation particulière avec ce personnage. Et pour comprendre pourquoi et ce qu'il voulait nous transmettre, il vaut mieux comparer Dunk à d'autres personnages de Game of Thrones dont le destin est également lié à la notion de chevalerie. Et il faut commencer par Jaime Lannister. À première vue, Ser Jaime Lannister est l'exact opposé de Duncan. Lannister est l'héritier de l'une des maisons les plus riches, couvert de gloire depuis l'enfance, devenu chevalier à 15 ans et immédiatement entré dans la garde royale. Des armures élégantes, pas une seule égratignure. Dunk est un vagabond sans lignage, qui s'est probablement fait chevalier lui-même, et qui s'est battu pendant des décennies traîné pour obtenir une place à la cour. C'est facile à dire pour vous. Vous avez un nom, un héritage. Quelles sont mes chances? Néanmoins, il existe une filiation spirituelle cachée entre eux. Depuis son enfance, Jaime était obsédé par le rêve de devenir chevalier. Toucher du doigt un rêve que tu as chéri aussi loin que tu t'en souviennes, et découvrir que ce rêve est encore plus réel que la vie elle-même. Il croyait à l'honneur, rêvait de gloire chevaleresque et grandissait en écoutant les légendes des chevaliers du passé. Très probablement, y compris celles sur Sir Duncan le Grand.
Dans la série, il y a une scène où Geoffrey, en feuilletant un livre, remarque que le légendaire Sir Duncan a pas moins de 4 pages d'exploits dans les chroniques, Sir Duncan le Grand, 4 pages pour Sir Duncan. en taquinant ainsi Jaime, qui n'a pour l'instant qu'une misérable demi-page. Sir Jaime Lannister, quelqu'un a oublié de consigner tes exploits? Dunk est finalement devenu le Lord commandant de la garde royale, et son image est sûrement devenue une légende transmise aux générations suivantes de gardes. Des chevaliers comme Sir Barristan Selmy ont vécu à une époque où Duncan le Grand était déjà considéré comme un modèle de l'honneur chevaleresque. Et sa propre conception du devoir s'est manifestement formée dans cette tradition. On sait aussi que le jeune Barristan Selmy a même réussi une fois à vaincre Duncan le Grand, déjà âgé, lors d'un tournoi. Et Barristan Selmy, à son tour, était l'idole du jeune Jaime Lannister. Barristan Selmy, c'était un artiste qui ne peignait qu'avec du rouge. Il en résulte une sorte de chaîne, Dunk, Barristan, Jaime, à travers laquelle ses idéaux de chevalerie étaient retransmis. Pour Jaime, qui traverse une crise d'honneur, Duncan le Grand est un modèle auquel il faut aspirer. Le parcours de Jaime est souvent à l'opposé de celui de Duncan. Lannister, d'un jeune idéaliste rêvant d'exploits, est devenu un régicide, un cynique ayant perdu foi en la chevalerie. Mais vous n'êtes pas un chevalier. Vous avez trahi tous les serments que vous aviez prêtés. Il y en a tellement. Même la langue se fatigue. Protéger, obéir au roi, obéir à son père, protéger les faibles et les innocents. Mais que faire si votre père méprise le roi? Si le roi tue des innocents, quoi que tu fasses, tu enfreindras forcément un serment. Alors que Duncan, qui a commencé comme un simple roturier naïf, a toujours essayé de suivre le serment chevaleresque et a ainsi acquis une véritable renommée. C'est pourquoi l'histoire de Jaime est en quelque sorte un retour à l'honneur perdu, et l'esprit de Dunk semble le guider sur ce chemin. Duncan est un chevalier sans titre, mais avec de l'honneur. Jaime est un chevalier avec des titres, mais entaché de déshonneur. Après avoir perdu sa main, Jaime commence à voir différemment qui il est et sa place dans le monde. Ayant perdu l'essentiel, sa maîtrise, il reconsidère peu à peu qui il veut être. Par exemple, il revient pour sauver Brienne. Tiens-toi derrière moi. Plus tard, il lui donne une épée et l'envoie chercher Sansa, lui faisant confiance pour honorer le serment qu'il avait lui-même autrefois prêté. Il est à toi. Non, je ne peux pas. Il a été reforgé à partir de l'épée de Ned Stark. Tu as juré de ramener les filles à leur mère. Les filles. Ce revirement intérieur de Jaime fait écho à l'esprit de Dunk, qui a toujours aidé les faibles simplement parce que c'est ce qu'un chevalier doit faire. On peut même dire que le Jaime Lannister de la fin est en grande partie l'héritier spirituel de Dunk, même s'il n'est pas son parent de sang. Vous vous exerciez sur des pauvres, sans proches qui puissent protester. Ils sont unis par leur déception envers des monarques injustes. Jaime a dû tuer le roi fou pour sauver la ville, et au final il n'a pas complètement succombé au cynisme, même s'il l'affichait souvent. Et combien d'entre eux avez-vous sauvé? Tous les habitants de la capitale. Jaime à la fin cherche à devenir meilleur, remplir les pages du livre blanc avec des actes dignes. En fait, il essaie de rattraper ce fameux Duncan le Grand. C'est le devoir du Lord commandant de remplir ces pages. Il reste encore de la place sur la mienne. D'ailleurs, si Jaime et Duncan sont unis par une parenté spirituelle, avec Brienne de Tarth, c'est bien plus intéressant. Parmi les fans du Trône de Fer, il existe depuis longtemps une théorie selon laquelle Brienne de Tarth serait une descendante de Duncan le Grand. De nombreux indices vont dans ce sens. Tout d'abord, Brienne est exceptionnellement grande et forte, et en même temps, elle est bienveillante. Cela évoque aussitôt des traits héréditaires. Dans les livres de George Martin, Brienne trouve un vieux bouclier avec un blason dans l'armurerie du château de son père. Une étoile filante et un arbre. C'est bien ce blason que portait jadis le chevalier Duncan le Grand. Il l'a choisi avant le tournoi d'Ashford, en mémoire de l'étoile filante qu'il avait vue en dormant sous ce même orme. Cet orme conviendra parfaitement, et une étoile filante au-dessus de lui. Brienne ne connaît pas l'origine du bouclier, mais il lui plaît, et elle le prend pour elle. Pour les lecteurs, c'était un signe évident. Brienne de Tarth porte le bouclier à l'emblème de Dunk, ce n'est pas un hasard. Le lien est aussi suggéré par la ressemblance de leur caractère. Brienne est aussi pure d'âme que Dunk.
Elle est également maladroite à la cour et méprisée par les aristocrates pour son manque de raffinement. Vous vous êtes incliné? Pardonnez-moi, votre majesté. Je ne maîtrise pas bien les révérences. Mais elle incarne néanmoins le véritable esprit chevaleresque. Elle protège les faibles, tient parole et reste fidèle à son devoir. C'était comme si l'archétype de Duncan le Grand s'incarnait en elle. Je demande l'honneur de servir dans votre garde royale. Pour l'instant, George Martin n'a pas confirmé directement le lien de parenté entre Dunk et Brienne, du moins pas publiquement. Mais il l'a suggéré de façon assez transparente. On sait avec certitude qu'il a dit qu'il y a des descendants directs de Duncan le Grand dans le Trône de Fer, mais il n'a pas précisé de qui il s'agissait exactement. Lors d'une rencontre avec des lecteurs, une fan a demandé à Martin si nous saurions un jour de quelle manière Brienne est liée à Dunk. Martin n'a pas nié et a répondu de façon évasive que tout serait révélé avec le temps. Il est fort probable que Duncan ait eu au moins un enfant, peut-être illégitime, par lequel sa lignée aurait pu parvenir jusqu'à la maison Tar. Selon une version, il se serait allié aux Tartes par mariage ou service. Quoi qu'il en soit, l'hypothèse semble assez convaincante. D'ailleurs, si l'on se souvient à nouveau de Jaime Lannister et de sa relation intime avec Brienne dans la série, tout cela prend un sens presque symbolique. Jaime, ayant perdu foi en la chevalerie, se rapproche d'une femme dans les veines de laquelle coule le sang même de Dunk, comme si l'idéal qu'il avait autrefois rejeté revenait à lui à travers elle. Si Jaime et Brienne viennent de maisons nobles, pour une comparaison honnête, il serait bon de prendre aussi quelqu'un qui est parti du plus bas de l'échelle. Et il n'y a sans doute pas de meilleur exemple que Bronn de la Nera. Dunk et Bronn ont un départ similaire. Ce sont tous les deux des roturiers, sans nom, sans blason, ni protecteur. Tous deux progressent par leur épée, mais leurs chemins divergent ensuite radicalement. Si Dunk est l'exemple du chevalier honnête, Bronn, lui, est fier de ne pas avoir d'honneur, seulement son épée, et il est prêt à protéger n'importe qui pour de l'or. Vous voulez que je continue à vous protéger? Payer plus? Combien? Le double? Le double? Maintenant, je suis chevalier. Dunk prend la défense de la marionnettiste Taltsel, risquant sa propre vie pour la justice. Bronn, au contraire, refuse de défendre Tyrion lors du duel judiciaire, car l'adversaire est trop fort et la récompense ne compensera pas le risque. Si vous voulez que je tue la montagne, le château doit être grand. En ce moment, je manque de château. Dunk et Bronn incarnent deux archétypes. Le chevalier idéaliste et le chevalier aventurier. Ironiquement, les deux personnages finissent par être récompensés. Dunk reçoit l'amour du peuple simple et le respect des nobles chevaliers, tandis que Bronn de la Nera reçoit un titre et un château. Ser Bronn de la Nera, seigneur de Haut-Jardin, suzerain du Bief et maître de la monnaie. Bronn, bien qu'il soit devenu chevalier, est le parfait opposé de Dunk. Il n'a ni idéaux élevés, ni loyauté envers qui que ce soit, sauf envers lui-même. Même après avoir reçu des armoiries et une place à la cour, Bronn reste le même mercenaire sans scrupules. Mais si Bronn de la Nera ne croit pas en la chevalerie et la considère comme une fiction mensongère, il y a aussi ceux qui la détestent ouvertement. Par exemple, le limier Sandor Clegane. Sandor Clegane, tout comme Dunk, est un guerrier qui a connu la cruauté de la vie dès son plus jeune âge. Aucun des deux n'est le fils de puissants seigneurs. Sandor, bien qu'il soit issu d'une famille noble, n'est pas de haute lignée. Son grand-père était simple maître chien chez les Lannister. Tous deux sont grands, forts, mais marqués par des traumatismes passés. Cependant, leur vision du monde est diamétralement opposée. Si Ser Duncan le Grand dit que seul un chevalier errant est un vrai chevalier. Un chevalier errant est un vrai chevalier. Alors Sandor affirme directement qu'il n'existe pas de vrai chevalier. Il n'y a pas de vrai chevalier. Et il n'y a pas de Dieu non plus. Si tu ne peux pas te protéger toi-même, meurs et laisse la place à ceux qui le peuvent. Ce monde est gouverné par des mains fortes et de l'acier tranchant. Ne crois pas cela. Quiconque te dira le contraire. Aux yeux de Sandor, tous les chevaliers ne sont que des meurtriers. Stannis est un meurtrier. Les Lannister sont des meurtriers. Ton père était un meurtrier. Ton frère est un meurtrier. Tes fils deviendront des meurtriers. Ce monde a été bâti par des meurtriers. Son frère, le chevalier Grigor, s'est révélé être un sadique et un monstre. Il lui a brûlé le visage et les autres chevaliers ont couvert cette affaire.
Depuis lors, Sandre porte le surnom détesté de Le Chien et refuse catégoriquement d'être adoubé, même s'il sert dans la garde du prince Geoffrey. Je vous dois une dette, messire. Je ne suis pas un messire, je ne suis pas un chevalier. Mais au fond de lui, Sandor garde une sorte d'honneur. Il éprouve de la compassion pour Sansa, la protège de la foule et de la violence de Geoffrey, et plus tard, il veille sur Arya. J'aurais dû venir vous voir et vous remercier de m'avoir sauvé. Un chien n'a pas besoin de courage pour chasser les rats. Dunk doute aussi de lui-même. Il se demande souvent s'il mérite d'être chevalier ou s'il est trop sot et trop simple pour une mission si noble. Mais à chaque fois, il confirme son titre par ses actes, se rappelle les paroles de Ser Arlan et part se battre pour la vérité, même si cela ne mène à rien de bon. On peut dire que Sandor Clegane est un vrai chevalier qui n'a jamais été adoubé. Il ne croit pas à l'idéal, mais il agit comme s'il existait malgré tout. À travers eux, Martin montre les deux faces d'un même archétype. Le chevalier idéaliste, qui croit vraiment au code et à l'honneur, et le chevalier qui a été déçu par ses idéaux. Alors quelle idée George Martin voulait-il transmettre par ce personnage ? Et pourquoi dans son histoire fait-il une exception à la règle générale de son propre univers où les bonnes intentions finissent pour le plus souvent en tragédie ? Il n'a pas donné de réponse directe, mais pour moi la raison est simple. Formellement ce n'est pas le même monde, mais en réalité c'est une autre histoire avec un concept et une idée différents. Si Game of Thrones tourne autour de l'idée du pouvoir, de son attrait, de son prix et des conséquences inévitables, alors le Chevalier des Sept Royaumes explore un tout autre sujet. Formellement, c'est une histoire sur la véritable chevalerie, mais en réalité c'est une réflexion de Martin sur la justice. La justice peut-elle vraiment exister dans un monde aussi impitoyable, où ceux qui sont au sommet sont le plus souvent amoraux et cyniques ? Dunk est un orphelin issu de taudis sordides, qui essaie simplement d'être honnête et juste. C'est justement cela qui le rend attachant. C'est un gars simple, issu du peuple. Comme s'il était l'un des nôtres. Néanmoins, il devient l'incarnation de la morale et de l'honneur sous le jeune roi Aegon le V, et au niveau de l'intrigue, sa présence change littéralement l'histoire. Grâce à lui, Aeg, devenu roi, met en place de nombreuses réformes justes en faveur du peuple, se souvenant d'où tout a commencé et qui porte réellement le royaume sur ses épaules. Autrement dit, les véritables changements ont émergé du peuple, d'une personne ordinaire, et sont montés jusqu'au sommet du pouvoir. C'est là la thèse principale de Martin. La véritable noblesse et la justice ne naissent pas là-haut, où elles sont proclamées, mais elles viennent d'en bas. Si vous voulez que je poursuive les analyses sur le Chevalier des Sept Royaumes, dites-le moi. Likez, commentez ou écrivez que vous souhaitez la suite. De plus, si vous êtes ici pour la première fois, vous devez absolument regarder la première partie de l'analyse de cette série, où je compare l'univers de Martin avec le véritable Moyen-Âge. Il existe déjà sur la chaîne des analyses des personnages principaux de Game of Thrones. Vous ne pourrez pas tous les regarder d'un coup, car il y a plusieurs dizaines de vidéos, mais si vous vous abonnez, vous ne les perdrez pas. Et vous pourrez y revenir quand cela vous conviendra.